Philippe de Grosbois. Bonjour, bonjour. C'est votre première chronique, hein? De l'année, oui. Saison 8. Oui. Et là, vous m'avez envoyé votre chronique. Chronique 18, c'est pas la 18e? Oui. Oui, je garde Le temps file. Ben oui. Je J'ai pense toujours que l'impression que c'est la je pense que c'est ma 5e. 4e année. Oui, non, je sais, mais je sais pas. Je vais le prendre comme un compliment. Oui. Oui, mais c'est incroyable. Bon. On rappelle, vous êtes prof de sociologie au Cégep Antique. Oui, exactement. Et là, vous êtes intéressé à quelque chose. Oui, ben j'ai une petite annonce pour commencer. Oh! Je travaille sur un nouveau livre. Ah oui? Oui. Donc, la chronique est un peu en lien avec ça. Le livre va porter sur l'extrême droitisation du débat public. Donc, pas tant la montée de l'extrême droite elle-même Non. que qu'est-ce qu'il y a dans le débat public qui facilite la percée d'éléments de discours, de logique d'extrême C'est droite. intéressant, ça va ajouter une pierre à l'édifice. Oui, quand même. Je suis en train de lire Jonathan Durand-Folco. Oui, ben je ne l'ai pas commencé encore, Ouais. mais Je vais inviter, d'ailleurs, je il pense. s'écrit quand même beaucoup de livres là-dessus. Je vais essayer d'avoir un angle un peu différent, plus complémentaire. Là. Ça doit vouloir dire quelque chose? Oui, quand même. Oui, c'est... Ben, en tout cas, moi, je trouve personnellement, moi, ça m'aide d'écrire. J'ai l'impression d'avoir une prise sur la chose en écrivant là-dessus. Bref, Bravo. j'ai récemment travaillé sur un chapitre de ce livre-là où je me demande pourquoi les médias qui sont les plus sympathiques à la droite radicale ou à l'extrême droite ont en commun d'être de propriété privée et souvent de grandes fortunes. Tu sais, quelques exemples. En France, on connaît, je pense, un peu mieux maintenant Bolloré. Vincent Bolloré, propriétaire de CNews aussi, Europe 1, tout ça. Et la moitié de la sphère médiatique en Afrique. Oui, aussi, qui est très investi en Afrique. D'ailleurs, un bon livre de pensée Bolloré que vous avez sûrement vu passer. C'est d'un pas collectif. Débordé Bolloré, oui, c'est voilà. sur le monde de l'édition, parce qu'il possède Hachette, c'est quand même pas rien. Aux États-Unis ou en Australie, bon, évidemment, il y a Rupert Murdoch, donc Fox News aux États-Unis. Il y a aussi la famille Ellison qui commence à se faire une place aux États-Unis. Ça, c'est Larry, ça? Oui, Larry et David, je pense. Le gars de Oracle. Oui, exact. Ouais. Et là, ils ont mis la main sur CBS. C'est eux qui seraient peut-être là, les acheteurs de TikTok, parce qu'on dit, TikTok, c'est chinois, nanana. Donc, avec la famille Ellison, tout va être correct. Il n'y aura plus de problème. C'est des chics types. Voilà. Au Québec, bien évidemment, on a Québécois de Pierre-Carl Péladeau qui n'a pas une ligne éditoriale d'extrême droite, mais qui est quand même l'espace où on a le plus d'entrées. Si ça ne leur dérange pas. Quand on pense à Rebel News, qui vient faire un petit tour de temps en temps, ce genre de choses. Donc, j'essaie de me poser la question, bon, qu'est-ce qui explique ça? Bon, il y a une première explication qui est quand même assez évidente, là, si on regarde au niveau historique. Quand le système économique est en crise de légitimité, souvent, la grande entreprise va se tourner vers l'extrême droite, pas nécessairement par conviction. C'est pas toujours des gens qui sont foncièrement d'extrême droite, mais ils se disent qu'ils peuvent s'en servir dans un moment de crise pour faire du ménage, remettre de l'ordre, remettre les choses un peu à leur place. Ça ne remet pas en question leur modèle d'affaires, souvent. Ben c'est ça. Ça cible d'autres adversaires, d'autres ennemis, d'autres menaces. Mais donc ça, c'est sûr, c'est une grosse explication, mais j'ai envie de réfléchir ici à un autre élément que CNews, Fox News, les médias de Québécois ont en commun, c'est la place de l'opinion ou la place du commentaire, pour être plus exact. Et bon, c'est presque un lieu commun aujourd'hui de critiquer la place de l'opinion dans les médias. Il y a trop d'opinions, même dans le dernier numéro du 30, qui est le magazine de la FPJQ, Fédération professionnelle des journalistes du Québec, donc dans le numéro de novembre, qui est accessible gratuitement en ligne, il y a des articles là-dessus. La critique la plus... À défaut de critiquer et de prendre position pour le génocide, au moins on remplit les pages 30 avec autre chose. Il y a un texte qui dit un peu pourquoi ils prennent pas trop position. Parce que je sais que Fabrice de Pierrebourg sur Blue Sky a fait une enfilade vraiment intéressante. Puis il est revenu justement sur ce numéro-là de la FPJQ en disant je suis un peu déçu beaucoup déçu de ma fédération. Mais si je reviens à la place de l'opinion, donc la critique la plus courante sur ça, c'est ce qu'on appelle l'approche déontologique, c'est-à-dire ça amène de la confusion. Il faut bien séparer les affaires entre les faits et les opinions. Puis là, il y a tellement d'opinions que finalement, on n'en vient plus trop à savoir si on est en train de s'informer ou pas. Il y a une autre critique qui est d'ordre plus économique qui va voir dans la grande place de l'opinion les conséquences de l'information marchandise. Donc, c'est l'information qui coûte moins cher à produire, c'est de l'opinion, mais ça diminue la qualité de l'information. Donc, c'est un peu un effet d'un certain modèle économique où on est dans les médias privés.
Donc, tout ça est vrai, mais ce que je veux réfléchir avec vous aujourd'hui, Fred, c'est plus les effets politiques de l'omniprésence de l'opinion. Qu'est-ce que ça fait à nos débats publics? Puis plus spécifiquement, en quoi ça peut bénéficier justement à l'extrême droite. Je précise que je ne suis pas en train de dire là, que toutes les personnes qu'on va mentionner dans la chronique sont d'extrême droite, évidemment. C'est systémique un peu, hein? Oui, oui, exactement. Ils sont pas, individuellement, sont gentils, là. Mais il y a des percées. J'essaie de voir où est-ce qu'il y a des failles dans notre écosystème médiatique qui font qu'on glisse vers une droite radicale. Qu'on normalise, en fait, un certain discours sans peut-être le vouloir consciemment. Et en fait, c'est qu'il y a comme quelque chose qui converge entre la place de l'opinion puis les stratégies puis les discours de l'extrême droite. Je vous donne 2 éléments par rapport à ça. Premièrement, dans un média privé, l'économie de l'attention, c'est la priorité absolue. C'est sûr qu'on est dans un milieu qui est compétitif, mais si dans le milieu privé, là, si c'est un média privé, c'est vraiment ça la priorité. Donc, ça fait qu'on va avoir davantage recours au sensationnalisme, au clickbait. On va aller chercher des nouvelles qui provoquent une réaction émotive forte, la peur, la colère, le dégoût, tout ça. Puis, l'agenda de l'extrême droite se met aussi en place à partir de ressorts semblables à ça, c'est-à-dire des événements qui sont anecdotiques, mais qui vont choquer, puis à partir desquels on va généraliser à quelque chose de beaucoup plus large. Mais vous parlez de la peur, de la colère et le dégoût, et il y a un chapitre dans le livre de Jonathan Folco. Oui, je sais qu'il travaille beaucoup sur les émotions. Ça a été identifié depuis les années 30, en fait, du fascisme du 20e siècle, là, que ces ressorts-là, le dégoût est important. Exact. Oui, c'est ça. Puis un bon exemple contemporain de ça, c'est, vous vous rappelez peut-être la réaction un peu hystérique de Mathieu Bock-Côté face aux pâtes carbonara inclusives qui avait été lancées par Barilla en 2023. Je suis allé réécouter l'extrait, on ne va pas l'écouter pour savoir. J'en avais parlé ici. Oui, non, j'en doute pas. Mais comme il l'a dit lui-même dans l'extrait, il dit « Toute l'histoire de notre temps est condensée dans ce petit récit ». Donc, c'est ça, c'est qu'il part d'un événement, une pub de Barilla sur des pâtes carbonara sans part. C'est ça. Et que là, on part de ça pour dire que c'est de l'orwellisme alimentaire, c'est la preuve que s'ouvrir à l'autre, c'est se renier soi-même, bon, sale carbonara de merde, etc. Donc, c'est ça, il y a une convergence entre le clickbait, l'attention et les propos de l'extrême droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les médias ou émissions d'opinion? C'est ce qu'on appelle en France des tautologues. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là, des gens qui en savent peu sur une infinité de sujets. Pourquoi on a beaucoup recours aux tautologues dans une perspective économique? Ça permet des économies d'échelle. Hein? On a des gens qui connaissent la mécanique télévisuelle, qui répondent toujours à l'appel, qui sont prêts à, réagir. J'ai été un peu ça, moi. Wow. À l'émission du... Oui, mais non, mais c'est-à-dire que... Avec Sébastien Bovet? Non, avec Masbou et Paul Journet, entre autres, où 3 fois semaine, je commentais l'actualité le matin, mais sur des sujets que je ne maîtrisais pas toujours. On les recevait la veille, en fin de journée. Et là, tu t'informes, tu essaies de te préparer, mais tu te prépares pendant une soirée. Oui. Le rythme est très, très, très... Je n'irais peut-être pas jusqu'à dire que vous êtes tautologue, c'est peut-être parce que je suis un fan. J'essaie de me rendre C'était quand même un peu des billets d'humeur. Oui, c'était du débat quand même. C'était pas du billet d'humeur comme à l'époque de La soirée est encore jeune, où là, je faisais vraiment quelque chose d'écrit. Là, on recevait le sujet la veille à 16h. Hey, demain, on parle de ça. Moi, je ne connais pas ça. Puis là, il fallait que j'en parle. Il fallait qu'il y ait un angle de débat en plus. C'est pas juste d'en parler, il faut. Alors, c'est ça. C'est très exigeant, ça demande. Et c'est là qu'il y a des personnes qui sont très précieuses parce qu'elles sont capables de répondre à l'appel de façon instantanée ou parfois même qui vont se faire inviter en disant c'est pour parler de tel sujet. Puis finalement, revire de bord, non, là, il vient d'arriver telle chose, fait qu'il faut que tu réagisses dans 15 minutes sur tel sujet. En plus, les tautologues, c'est des gens souvent qui sont connus, qui sont des personnalités médiatiques ou politiques, donc c'est bon pour les codes d'écoute. Donc, c'est merveilleux parce que les tautologues sont tellement prêts à déblatérer sur des sujets dont ils ne connaissent rien, qu'ils sont même capables de remplir du temps d'antenne sur des sujets ou des problèmes dont l'existence même n'est pas évidente. Les prières de rue, par exemple. Voilà, c'est un autre bel exemple que, OK, il y a eu les manifestations pour la Palestine, il y a des prières à un moment donné là-dedans. Mais là, il y a comme un problème. Et là, il y a des gens qui peuvent parler de ça sans qu'on ait comme quelque chose de tangible. Ou en France, avec le burkini, c'est un peu la même chose. De quel problème on parle? Qu'est-ce qui se passe? Et, encore une fois, convergence, l'extrême droite, typiquement, construit son discours à partir de fantasmes, à partir de menaces qui sont imaginaires.
Donc, ce qu'on classe comme opinion dans les médias, c'est comme devenu une sorte de licence pour faire à peu près n'importe quoi d'autre que de l'information. C'est comme une espèce de permis très, très large. Sous couvert d'opinion, tu peux sortir des concepts d'un chapeau qui n'ont rien à voir avec la recherche académique. Tu peux dire wokisme, culture du bannissement. Je serais curieux j'essaie de chercher un peu d'où ça vient le concept de cancel culture. Puis j'ai pas réussi à trouver, mais j'ai l'impression que c'est une création quand même médiatico-politique qui n'a rien à voir avec un travail académique. Ou la tyrannie des juges, on en parlera peut-être tantôt. Avec l'opinion, tu peux t'acharner sur une personnalité publique. Tu peux revenir à répétition sur Safia Nolin, sur Martine Delvaux, mais c'est de l'opinion. Tu peux t'inventer un ami noir imaginaire. Tu peux comme créer une conversation. On le salue. Tu peux entretenir des fantasmes de complot. Tu peux faire du spin pour ton parti politique sous couvert d'analyse. Donc, l'opinion... il y en a quelques... le Club des ex et tout ça. C'est ça le... Oui, mais Jean-François Lisée a une chronique au Devoir et il est actuellement conseiller spécial pour PSPP. C'est de l'opinion. C'est ma opinion, comme disaient les appendices. Je voulais le plugger à un moment donné dans la chronique. Bon. Alors, les possibilités sont infinies. C'est magique. Cela dit, il peut y avoir des sanctions. CNews, par exemple, a reçu plusieurs amendes au fil du temps pour propos discriminatoires visant les étrangers, pour incitation à la haine et à la discrimination, pour manque d'équilibre. De son côté, Québécois s'est retiré du Conseil de presse en 2010, mais continue d'être blâmé régulièrement, surtout en raison du travail des chroniqueurs. Même si la barre est plus élevée, si on va faire une plainte au Conseil de presse pour un texte d'opinion, pour des gens qui animent, tout ça, la barre est plus élevée qu'un reportage qui se veut factuel. Parce que, vous voulez dire c'est plus difficile d'avoir... D'avoir gain de cause, parce que la latitude qui est accordée à l'opinion, parce que, par définition, l'opinion, il y a une certaine prise de position, il y a un certain nombre qui est pris, donc il n'y a pas cette même obligation-là d'équité, tout ça, en tout cas pas de façon aussi serrée. Je vais amener deux exemples récents qui vont nous permettre de creuser davantage ce que je viens de mettre sur la table ici. Donc, en France, récemment, il y a eu l'emprisonnement de Nicolas Sarkozy. Puis là, je pense qu'il pourrait ressortir ou il est sorti. Il est sorti. 20 jours. Il était 20 jours. À manger du yaourt. Donc, pour rappel, Nicolas Sarkozy était condamné pour des pactes avec des terroristes libyens. Il a reçu de l'argent de Kadhafi pour sa campagne présidentielle de 2007, donc celle où il a été élu. Kadhafi est un dictateur, ne l'oublions pas. Et voilà. En échange d'une réhabilitation du régime de Kadhafi sur la scène internationale. La condamnation est liée à des enquêtes du média français Mediapart, des enquêtes qui remontent à 2012. C'est quand même un long travail. Puis il y a plusieurs éléments aussi. On ne rentrera pas dans les détails parce qu'il y a un document entre autres. Même en termes de manipulation de témoins, tout ça, et même Carla Bruni a déjà été mise en examen. Bon, c'est quand même, la pile est quand même assez épaisse. Donc, ça fait 13 ans que ce dossier-là est en cours. Et là, à l'automne 2025, on apprend que Sarkozy va aller en prison. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a une grande partie des médias français qui s'est indignée de ça en disant c'est la tyrannie des juges. Mediapart, c'est un média qui est militant. Un ex-président n'est pas un citoyen comme les autres. Bock-Côté a fait une chronique là-dessus. Mais bon, on s'en prend à l'état de droit, justement. C'est vraiment des attaques à l'état de droit, à l'autorité des juges. Et on couvre, sur les plateaux, tout ça, on couvre beaucoup avec des anecdotes. Donc, les livres que Sarkozy va lire en prison. Donc, et là, évidemment, ça, c'est la campagne de com de Sarkozy qu'on relaie allègrement. Qui, en passant, est toujours payé par l'État français. Ça coûte 700 000 € par année. Ah, ça, je savais pas ça. À titre d'ex-président, il y a un personnel attitré. Ah oui, quand même. Il y a des locaux qui lui sont... Et ça coûte au Trésor public 700 000 € par année. Je sais pas ce qui est arrivé des locaux quand il est en prison, mais en tout cas, bref. Donc, les livres qu'il va lire, parce que là, il allait lire sur la vie de Jésus, sur le conte de Monte Cristo, tout ça. Donc, il y a quelque chose d'un peu troublant, d'une histoire aussi forte que ça, qu'on ait finalement aussi peu documenter ce qui se passait dans ces médias-là. Puis là, c'est comme si d'un coup, on tombe des nues. On va écouter un extrait de Fabrice Arfi, qui est journaliste à Mediapart, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, en octobre dernier. On est en train de tomber dans un piège. Je veux dire, on est sérieusement en train de discuter des livres que vont lire Nicolas Sarkozy en prison. Il a été condamné pour association de malfaiteurs, pour avoir négocié un pacte corruptif avec un terroriste qui a du sang français sur les mains. Enfin, sérieusement, et on est en train de parler de savoir si c'est le Jésus du pardon, si c'est le Jésus de la résurrection, si Monte Cristo il va se venger de tout le monde quand il va sortir de la prison. Alors pour répondre à votre question, pourquoi il y a débat ? Pourquoi il y a débat ou émotion ?
ou émotion, mais parce qu'on n'était que 8 journalistes à suivre le procès. Pas une seule télé. En France, il y a beaucoup de chaînes d'information en continu. Pas une seule n'a suivi la totalité des audiences. Et donc, après, il y a un jugement qui tombe, qu'on dit historique, on dit on comprend rien. Ah ben oui, on comprend rien parce qu'on n'était pas là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui prend ? C'est l'émotion. Et qu'est-ce qui raconte l'émotion ? C'est la scénarisation et le sens de la symbolique, très bien expliqué par Alexandre Devecchio, que maîtrise à merveille Nicolas Sarkozy et ses soutiens. Et c'est normal, ils sont même payés pour ça. Mais en face, la force, la brutalité des faits, elle est où ? Elle est nulle part. Elle est nulle part. Ouch! Donc, c'est quand même bien envoyé. Donc, c'est ça, les faits sont pas... On a peu couvert. J'ai vu aussi qu'il y a des stations télé qui ont probablement plus couvert le procès de Gérard Depardieu que de Nicolas Sarkozy. Ouais. Bon, c'est quand même un peu frappant aussi. Ouais. Je me rappelle à Radio-Can, à la radio, la veille où Sarko est allé en prison, il y avait un topo de l'AFP. Oui. Et on entendait Carla jouer à la guitare Let It Be. Mais c'était ça, il y avait à peu près, à la fin, rappelons qu'il a été accusé de mini-phrase. By the way. Et 6 minutes de « Ah oui, c'est pas facile » avec Nicolas, et les deux chantent Let It Be. Ouais. Ben c'est ça, on est dans le human interest. Alors pourquoi les faits sont si peu présents dans ces médias-là? Ben, parce que ça les intéresse pas, parce que c'est plus intéressant pour CNews, dont en passant le propriétaire Bolloré est ami avec Sarkozy. Ben, bien sûr. C'est plus intéressant pour eux de parler de pâte carbonara inclusive que d'aller creuser l'histoire avec Sarkozy. Je trouve, en tout cas, moi, j'ai travaillé un petit peu plus sur les médias français dans le contexte de cette chronique-là, puis je suis un peu frappé du triste état des médias français. Là, des fois, on trouve ça moyen au Québec, là, mais je veux dire... Oh là là, c'est incroyable. Quand on compare, par exemple, avec le Watergate, tu sais, si on se rappelle, le Watergate, c'est aussi un président américain, ben, dans ce cas-là américain, mais un président qui avait fait des trucs croches pour gagner l'élection. Dans ce cas-là, c'était aller dans les locaux du Parti démocrate, puis ensuite, il y avait eu l'obstruction de la justice et tout ça. Et c'était des journalistes, c'était le Washington Post. Ben oui. Et ça, c'est une légende. Je pense que les gens... Les hommes du président, le film tiré de ces événements-là, est présentement au Criterion. Ben oui. Abonnez-vous à Criterion. Je l'ai revu avec Dustin Hoffman. Oui, et Robert Redford. Oui, c'était écœurant. Puis, mais je veux dire, c'est une légende, c'est quelque chose qui est toujours amené par les journalistes et tout ça. Là, on a un cas qui, à mon sens, est pire. On parle de quelqu'un qui a fait un pacte avec des terroristes pour avoir de l'argent pour être élu. Puis c'est un peu un silence radio. Puis même, c'est comme si c'est gênant pour la profession, tu sais, comme Mediapart ait fait quelque chose comme ça. Fait que je trouve le décalage est vraiment très troublant, à peu près 50 ans d'intervalle. Autre exemple récent, un autre événement hors du commun, quand même, qui a fait réagir, c'est l'élection de Zoran Mamdani, donc socialiste-démocrate de confession musulmane, qui a été élu à la mairie de New York. Je suis allé voir du côté de Cube Radio pour voir un peu ce qu'on en disait. J'ai écouté un extrait avec Richard Martineau, Nick Payne et Luc La Liberté. Honnêtement, je m'attendais à pire. Honnêtement, là, il y a quand même des efforts, en particulier de Luc La Liberté, des efforts d'analyse qui sont comme offerts au public. Mais il y a un extrait sur lequel j'aimerais qu'on revienne qui va un peu dans le sens de ce dont je parlais tantôt là, sur l'opinion et le fait que les faits ne sont pas toujours au rendez-vous. Nick, j'ai lu que il est financé, entre autres, par le Council of American Islamic Relations. Ça, c'est un groupe qui est proche des frères musulmans, puis qui lui ont versé 100 000 $ à sa campagne. C'est directement associé aux frères musulmans. Fait que c'est-tu ça, là? Écoute, il a décollé dans les sondages véritablement avec l'affaire de Gaza. Et il est très, 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 très militant là-dessus. Moi, je pense que le programme politique assez radical à gauche est une sorte de paravent ou une sorte d'excuse. Ce qui fait fonctionner sa candidature, c'est que c'est l'archétype, là, c'est vraiment le candidat qui a été théorisé par des think tanks en Europe, par exemple, comme Terra Nova, c'est-à-dire... On a besoin d'un nouveau peuple. Là. Ça nous prend les fils d'immigrants, la bourgeoisie culturelle, et puis un peu les jeunes par TikTok qui sont en quête de sens et qui sont une espèce de sentiment de culpabilité d'être occidentaux. Là. Ben c'est ça la synthèse de son vote à lui en ce moment. Puis il tient un propos qui va dans ce sens-là. Nick Payne. Bon, des analyses... tout en finesse. Nick Payne, un ancien d'Option nationale, la branche réactionnaire conservatrice d'Option nationale, Bon, ben j'apprends ça. Qui était à Radio Ville-Marie aussi.
Oui, OK. Mais là, Cube, oui, il s'est fait une place à Cube. Ouais. Donc, différents éléments là-dedans. Donc, ça commence par « J'ai lu que », Richard Martineau qui dit « J'ai lu que ». J'ai essayé de voir d'où ça vient, en fait, parce que cette histoire-là là, de CARE des frères musulmans, dans le monde francophone, ça semble venir de l'hebdo français Franc-Tireur. C'est drôle parce que Martineau était un franc-tireur. Oui. Et ça, c'est un média qui a été cofondé par Caroline Fourret. Je ne sais pas si vous connaissez en France. Donc, c'est un peu là, de l'école, c'est pas de l'islamophobie, c'est juste de la laïcité. Oui. Mais féministe, c'est la token féministe qu'on invite quand on a envie d'avoir l'air d'être ouvert au féminisme. Et elle est rendue un petit peu elle voit les frères musulmans dans sa soupe depuis peut-être une quinzaine d'années. Donc, l'article en question de Franc-Tireur, il n'y a aucune source. Il y a un fact-check qui a été fait par Libération où il trouve à peu près rien. L'organisme CARE, CAIR, ne peuvent pas donner d'argent à une campagne électorale. Donc, c'est un organisme qui est comme associé à CARE, qui a donné de l'argent, ce qui est comme dans leur droit. Le financement des campagnes électorales aux États-Unis, c'est barre ouvert. Et le lien CARE, frères musulmans, il y a vraiment à peu près rien qu'on peut avoir là-dessus. Je signale aussi que Mamdani est chiite et que les frères musulmans sont sunnites. Donc, de dire qu'il aurait reçu de l'argent, tu sais, c'est comme un peu stretch. Ça m'étonne, ces gens-là. Absolument, québécois sont quand même... ils font leur recherche. Oui, puis approfondissent bien toutes les nuances de l'islam. Oui, c'est ça. Mamdani s'est prononcé à plusieurs reprises pour les droits des LGBT, droits à l'avortement, ce qui n'est pas nécessairement dans les chevaux de bataille des frères musulmans. Ensuite, je retiens aussi le mot paravent. Le programme politique radical à gauche est un paravent. Alors là aussi, on est dans l'idée qu'il y a un agenda caché. Je me rappelle, il y a très longtemps, peut-être 2006-2007, Éric Duhem disait qu'Amir Kadir avait un agenda islamique caché. C'est vraiment l'idée de l'agenda caché. Alors que c'est la maladie de Lyme, finalement. C'est un agenda caché. Et, oh là là. Et c'est comme si vous m'envoyiez des trucs dans les jambes. Désolé. Je vais fermer ma gueule. Et toute l'histoire avec Terra Nova, là, on est comme en roue libre, on est en apesanteur, le nouveau peuple, des jeunes qui se sentent coupables des perte de sens. Tout ça tient sur pas grand-chose. Donc, mais tout est possible, tout peut être dit. Oui. Donc, je parle des médias privés. Je dis, bon, il y a une logique des médias privés, mais c'est sûr que ça déteint aussi sur les médias publics. Donc, oui, il y a une certaine convergence que j'essaie de voir que la logique des médias privés puis la place de l'opinion laisse plus d'espace à des propos de droite radicale ou d'extrême droite. Mais ça ne veut pas dire que les médias publics sont épargnés par ces effets-là politiques de l'omniprésence du commentaire. D'ailleurs, Philippe, vous parliez de la France tantôt. Il y a un gros débat présentement avec la radio publique parce qu'elle est en train de... Pour beaucoup de gens, puis à la BBC aussi, c'est la même chose. Il y a beaucoup de progressistes qui remarquent un glissement, une complaisance à inviter des gens qu'on n'aurait pas invités il n'y a pas si longtemps, qui ont leur propre tribune dans des médias souvent complotistes. Et là, on les entend de plus en plus. Puis en France, je sais que ça fait rage. Même les médias publics sont dans l'écosystème. Puis l'écosystème évolue, puis ils ne sont pas complètement à l'abri de certaines dynamiques. Il me semble qu'ils devraient, mais bon. On rêve. Mais si on revient sur l'élection de Mamdani en lien avec des médias plus publics, les panels de Sébastien Bovet sur la question, honnêtement, là, j'ai trouvé ça presque pire que le segment de Martineau que j'ai écouté. Ben, presque. Là, je comprends. Nos attentes ne sont pas les mêmes. Exactement, c'est ça que j'allais dire. J'ai des attentes quand même plus élevées. Mais je dirais l'espèce d'ahurissement puis d'énervement était plus fort du côté du panel de Sébastien Bovet qu'avec Richard Martineau. Donc, on va écouter un premier extrait. Ça, c'est le 31 octobre. C'est avant que Mamdani soit élu. OK, élection municipale à New York. Donc, élection pour la mairie. Il y a un gars qui s'appelle Zoran Mamdani qui est en tête dans les sondages, mais traité de communiste, sauf erreur, par M. Trump. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à New York, Raphaël? Quelque chose d'absolument extraordinaire. Je ne dis pas de façon positive ou négative, je dis simplement de façon objective, c'est-à-dire ça sort complètement de l'ordinaire. On a un type qui, quand on regarde ça de façon froide, ne devrait jamais être même proche de la mairie de New York d'un point de vue politique. Vous avez un type qui, dans les derniers jours, a pleuré les attentats du 11 septembre, non pas tant pour les attentats en tant que tels, mais surtout parce que sa tante qui est musulmane, était gênée de porter un hijab après coup en public. On a un type, encore une fois, pour être parfaitement clair, ce ne sont pas des propos que je condamne, je dis simplement que politiquement, surtout à New York, normalement, on ne s'attendrait pas à ce que ce soit des propos qui passent la rampe. C'est un type qui a dans sa plateforme des idées comme
avoir des autobus publics gratuits dans la ville. Service de garde universelle, gratuité des transports, comme vous le dites. Épicerie gérée par la ville. Par la ville. Contrôler les prix, gel des loyers. Exact. Augmentation du salaire minimum jusqu'à 30 $ d'ici 2030. Bon, alors, on regarde ça froidement. De façon froide, là, ne devrait même pas être proche de la mairie de New York. Les billets sont tellement clairs dans ce segment-là. Les 4, là, on va voir les autres, les 4 sont comme unanimes que ça n'a pas d'allure. Et ces gens-là sont grassement payés pour être au courant de la vie politique et au Québec, au Canada. Et là, c'est pas ça, vous même pas capable de prononcer le nom. Tu sais, je veux dire, Mamdani, c'est si compliqué que ça. Puis je veux dire, il y a un autre panel qui a eu lieu une semaine plus tard. Tu sais, on va dire une fois, il s'est enfargé dedans. Mais la même chose. Puis il y en a d'autres qui disent Mamdani. Puis ça a été un enjeu électoral. Ben, électoral dans le sens, ça fait partie des débats électoraux parce que Cuomo passait son temps à mal prononcer son nom par exprès. Et puis Mamdani a expliqué à un moment donné pourquoi c'est important le nom, puis comment il y a beaucoup de gens à New York que c'est une façon aussi de se faire mépriser, de se faire diminuer. Cuomo, quand c'est le temps de prononcer des prénoms féminins, ça, il n'y a jamais de problème. Ouais. Ça, il les prononce bien. Ouais. Mais les étranges, là, ça, c'est bizarre. Ouais. Mais donc, oui, quand on parle de recherche, ça, Jacob parle de sa tante qui est gênée de porter un hijab. C'est quand même pas mal plus compliqué que ça. C'est que le contexte post-11 septembre 2001 était absolument invivable pour les musulmans et musulmanes à New York. Il y avait de la surveillance des mosquées, il y avait toutes sortes d'opérations policières. Et de le dire n'enlève pas la souffrance des victimes du 11 septembre. Non, c'est ça. C'est comme s'il disait que dans le fond, le 11 septembre, lui-même, il s'en foutait. Il y a comme une espèce de sous-entendu là-dedans qui est... Non, c'est ça. Dans l'infolette, là, je donnerai un lien vers un article du Guardian vraiment intéressant sur tout le travail d'organisation politique de la communauté musulmane à New York depuis le 11 septembre 2001 et que la victoire de Mamdani, pour eux, c'est comme un peu l'aboutissement de 25 ans d'organisation politique. Si on faisait du journalisme, peut-être qu'on pourrait sortir des éléments comme ceux-là. C'est pas juste les frères musulmans là, qui ont financé Mamdani. Lui, là, oui, c'est ça. Un gars, un type. Et là, ils énumèrent les choses. Hein, puis salaire minimum à 30 $ de l'heure. Bovet a de la difficulté à se retenir de rire. Hein, j'aimerais savoir combien il fait de l'heure en passant. Et à ce salaire-là, on pourrait s'attendre qu'il prononce son nom comme il faut. Mais c'est ça, on a peut-être des attentes trop élevées. On va y aller avec un deuxième extrait dans le même panel. En 1 minute 30 chacun, Michel, comment vous expliquez qu'il soit si populaire? Donald Trump. C'est la réponse des New-Yorkais à Donald Trump. Ils prennent quelqu'un d'aussi éloigné du centre que Trump peut l'être de l'autre côté. Il essaie de se présenter, M. Vandermy, comme une espèce de démocrate social-démocrate. Au Canada, on dirait quelqu'un du NPD un peu plus à gauche. Là. C'est pas ça qu'il est. Là. Oh. C'est pas ça mais qu'il est. Là, on a encore le paravent. C'est pas nommé comme un paravent, mais... Puis il dira jamais, en fait. Là, on a coupé à la fin, là, mais il explique pas après... Qu'est-ce qu'il est réellement? Qui il est. Mais c'est pas ça qu'il est. Et c'est l'équivalent? Il est aussi éloigné du centre que Trump peut l'être de l'autre côté. Alors, gel des loyers et goulag au Salvador, pareil. Même combat. Riviera-Gaza, épicerie publique, on est dans la même zone, clairement. C'est vraiment, je trouve que c'est irresponsable, en fait, de dire quelque chose comme ça. C'est incroyable. C'est pour RDI. Assez... Oui, c'est ça. Là, on est dans le diffuseur public. N'ajoutez pas votre appareil. On écoute un troisième extrait. Monsieur Mamdani fait une campagne excellente sur les médias sociaux. Il cache un peu qui il est, mais il reste sur les thèmes populaires, comme Raphaël disait. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent en ce moment. Même Michael Bloomberg, le grand démocrate, a dit ne pas voter pour Mamdani, c'est la chose à faire. Voter pour Cuomo. Donc, les gens commencent à prendre beaucoup plus la parole à New York pour dénoncer ces politiques. Même le Wall Street Journal qui dit que ce sera la faillite de New York. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'il est en voie de gagner, Catherine, dans quelques secondes? Il est en avance dans les sondages. C'est la mauvaise nouvelle. Il reste très, très peu de temps. Alors, à moins d'une surprise, je suis obligée de dire oui. C'est sûr, on est dans l'opinion, OK? Mais je trouve ça quand même bizarre qu'on puisse dire ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des choses qui vont contre lui, donc ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est en avance dans les sondages. Mais comment... Et les gens, c'est une démocratie, là. C'est un vote. Après ça, on peut dire, est-ce que c'est... Mais je veux dire,
C'est ça, c'est que ça parle. C'est comme s'il y a un vote qui passe pas. Là. Oui. Ça passe. Et d'ailleurs, dans un autre panel, une semaine plus tard, j'aurais pu prendre un autre extrait, on va se calmer sur les extraits, mais dans un autre panel de Bovet, la même Catherine Loubier, on parlera d'elle un petit peu plus tard, dit, et je cite la citation directe, elle dit « Je suis un peu fâchée, j'ai encore une propriété à New York. J'ai le goût de dire, réveillez-vous les New-Yorkais, si vous voulez pas avoir Mamdani, allez voter. » Ça, c'est une semaine après l'élection. Parce qu'il va faire baisser En fait, il va peut-être même saisir le condo de Mme Loubier parce qu'on ne sait pas ce qu'il est. Je sais pas si c'est un condo. On ne sait pas, mais lui aussi, quand elle a dit, là, il cache qui il est, encore une fois. C'est vraiment des tropes assez dangereux, selon moi. Bon, après campagne sur les médias sociaux, je veux dire, y a-tu aujourd'hui un politicien ou une politicienne qui gagne une élection, qui n'a pas bien fait campagne sur les médias? C'est un peu comme on est en 2025. Par contre, Mamdani avait des dizaines de milliers de bénévoles. J'ai même vu le chiffre de 100 000, mais bon, je vais me garder une petite gêne. On va dire des dizaines de milliers de bénévoles qui avaient un travail de terrain extrêmement rigoureux et efficace. Mais ça, on n'en parle pas. C'est à cause de TikTok. Et j'ai même surpris une conversation sur Blue Sky, parce que Blue Sky, il y a quand même pas mal de gens qui ont les deux mains dedans, la politique, entre autres, pour Québec solidaire, au Projet Montréal, qui disaient c'est ça qui nous manque ici, c'est que les bénévoles, on les a pendant les élections, on les a 2 mois, mais après ça, ils disparaissent, alors que Mamdani, lui, c'est une équipe qui est là depuis des années. Fait que c'est un travail de terrain depuis des dizaines d'années et plus. Là. Ben, tu sais, il fait partie des Democratic Socialists of America. Il y a quand même tout un courant. Bon, il y a ce groupe-là, mais même dans les milieux syndicaux, dans certains syndicats américains, quand on passe à Chicago Teachers Union, tout ça, qui ont vraiment suivi, bon, je pense à des gens comme Jane McAlevey, là, des organisateurs, des organisatrices qui prônent un travail de terrain extrêmement fort et intensif, de dire on doit oublier personne, on doit aller voir tout le monde systématiquement, qui est un travail qui est colossal, mais qui, comme on voit, qui peut rapporter. Qui doit être fait, en fait. Qui mène à quelqu'un qui gagne la mairie de New York. Bon, juste une petite parenthèse, là, Michael Bloomberg, le grand démocrate, là, c'est un milliardaire qui avait investi, qui avait voulu avoir la nomination de démocrate en 2020. Il avait investi 935 millions de dollars de sa fortune personnelle pour gagner la nomination. Puis ça avait été un échec total. Donc, grand démocrate. En effet. Bon, qui est Catherine Loubier? Moi, je l'ai découvert dans ces panels-là. Je savais pas c'était qui, donc j'ai fait quelques recherches. Alors, elle a été directrice de cabinet adjointe au bureau du premier ministre Legault de 2018 à 2019. Elle a été conseillère principale auprès de Stephen Harper alors qu'il était premier ministre du Canada, 2013 à 2015. Elle a été déléguée du Québec à New York. Je pense que c'est pour ça, en fait, qu'elle a été invitée. Et elle a participé à l'entente record entre Hydro-Québec et l'État de New York, donc l'exportation de notre électricité pour 20 milliards de dollars. Et selon la page de l'Université Concordia, parce qu'elle est sur le CA de l'Université Concordia, elle vit aujourd'hui à Los Angeles, donc propriétaire à New York, peut-être propriétaire à Los Angeles aussi, peut-être une au Québec. Une autre grande démocrate. Un coup parti, où elle conseille la communauté des affaires en matière de politique publique et de gouvernance. Donc, à la télé publique, l'opinion est aussi servie par ce qui me semble être des membres du 1%, ou en tout cas une membre du 1%. C'est des élites mondialistes. Qui fait passer ses intérêts de classe pour de l'analyse politique. On dirait. J'ai une propriété à New York, donc ça n'a pas d'allure que Mamdani Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec toute cette opinion-là? Moi, j'entends parfois dans la gauche, de temps en temps, des gens qui disent on aurait besoin d'un Radio X, mais à gauche. Oui. Nous autres aussi, il faut qu'on fasse appel à l'émotion, puis au populisme, puis à la colère, mais pour la justice sociale. La balado pourrait être ça. Quelque part. Non, mais je veux pas, mais je veux dire, c'est vrai que c'est une réflexion que je reçois souvent des gens qui me disent tu devrais aller voir les syndicats, ils ont de l'argent, on pourrait avoir un gros média partisan. Un média de gauche, ça, j'ai aucun problème. C'est juste que l'idée de dire nous aussi, on va aller dans l'opinion, on va aller dans l'émotion. Je comprends l'argument, mais je pense qu'il y a un certain danger là-dedans parce qu'on a besoin d'un journaliste qui est appuyé sur les faits. Je ne fétichise pas les faits. Là, je me suis fait beaucoup critiquer quand j'ai fait mon livre, La collection des récits, comme quoi on dit Philippe, il pense que les faits n'existaient pas. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas adepte d'une neutralité factice, mais on a besoin d'enquête, on a besoin de pouvoir se repérer dans le monde avec du travail empirique, concret. Journaliste de fond, comme on disait dans le temps. Mené par des médias qui, peuvent par ailleurs assumer qu'ils ont un rôle à jouer
dans la démocratisation de la société, puis qui prennent leur rôle au sérieux, puis qui assument aussi leur position. Je reviens à Mediapart, qui a fait vraiment un travail extraordinaire. Quand même, Sarkozy en prison. C'est fou, hein? Oui. C'est quand même pas rien, même pour 20 jours. Puis de toute façon, il y a d'autres causes. Hein? Il va peut-être revenir. C'est pas fini, ces histoires-là. Il a peut-être pas fini de manger du yogourt. Puis Marine Le Pen aussi, c'est des enquêtes qui ont fait qu'elle est devenue inéligible pour la présidentielle. Donc, je reviens à Mediapart. L'an dernier, Edoui Plenel, qui est cofondateur, donnait une conférence à l'université du nouveau parti capitaliste, anticapitaliste plutôt, le NPA. Petit détail. Le NPA, nouveau parti anticapitaliste français. Conférence très intéressante. On pourra donner le lien aussi. By the way, je trouve ça intéressant de remarquer que le fondateur d'un des meilleurs médias dans le monde à l'heure actuelle est aussi quelqu'un qui est capable de référer à Rosa Luxembourg, à Hannah Arendt. Je ne sais pas si Sébastien Bovet pourrait nous sortir des citations d'Hannah Arendt, mais bon, c'est peut-être pas une bonne... c'est peut-être une comparaison de mauvaise foi. Ça aussi, des fois, on me reproche d'être de mauvaise foi. Mais j'aimerais ça qu'on écoute un petit peu Edoui Plenel parce qu'il répond un peu à cette idée-là de est-ce qu'on a besoin plus de médias de gauche d'opinion? Mais évidemment, la réponse n'est pas de dire « Ah ben, puisqu'il y a CNews, on va faire notre média de gauche ou d'extrême gauche. » Parce qu'on tombe dans ce piège. Une opinion contre une autre. Et il n'y a plus de monde commun. Et du coup, on tombe dans ce piège en disant « Bah oui, il suffit de penser juste pour informer vrai. » Mais non. Et ça, c'est vraiment... Je pense, et j'en rends compte, être fidèle à certains engagements et convictions, mais je pense m'être mis à l'épreuve de ce fait qu'il faut parfois affronter des vérités qui vont bousculer, te faire bouger, te faire changer, te faire comprendre d'autres choses. Et évidemment, pas le faire tout seul. Ça veut dire que c'est pour ça que ça doit être un travail collectif où tu es sous le contrôle de tes camarades d'atelier. Mais la réponse, et je dis vraiment que c'est le piège, car le monde du nouveau fascisme qui est là est le monde de la dictature des opinions, qui se traduira par le fait qu'il y a une opinion juste et que, évidemment, les autres, ça s'appelle le séparatisme, ça s'appelle l'islamo-gauchisme, ça s'appelle le wokisme, tout ça doit disparaître. Tout ça doit être diabolisé. Donc, c'est très intéressant. Et je reviens encore parce que je suis en train de le finir, le livre de Durand Folco. Il est assez d'accord avec vous aussi là-dessus. C'est-à-dire que la réponse au populisme des droits durs, c'est pas un populisme de gauche. Et ça va prendre des faits, ça va prendre, puis même élargi au-delà des médias, là, mais ça concorde avec ce qu'on vient d'entendre de Plenel. Tu sais, on pourrait dire, Mme Dany, quelque part, c'est une sorte de populisme de gauche, mais c'est-à-dire pas... Tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on met dans le mot populisme. Mais l'idée de manipuler ou de faire juste un appel aux émotions ou à des opinions un peu creuses, je pense qu'on n'a pas grand-chose à gagner là-dedans. Non. Donc, quand Plenel parle de vérité, qu'il faut se confronter à des vérités, c'est pas pour en appeler à une neutralité illusoire ou à simplement se replier sur les faits en disant non, moi, je fais juste donner les faits. Il y a un engagement politique dans le travail de Mediapart. C'est pas un média qui cache... Il se cache pas. Exactement. C'est pas un média qui cache... Il était quand même à l'université d'été du nouveau parti anticapitaliste. Oui, voilà. Donc, c'est pas un média qui cache ses positions, qui fait de l'enquête, mais c'est de ce genre de médias-là qu'on a besoin contre ce qui parle justement de la dictature des opinions. On a besoin de ça. C'est sûr, c'est très difficile d'avoir un média comme Mediapart au Québec parce qu'il fonctionne seulement avec les abonnements. On n'a pas la masse critique. Ils ont une très bonne formule qui dit « Seuls les lecteurs peuvent nous acheter ». Donc, c'est vraiment... Mais... Je pense que c'est quand même ça qu'il faut viser. Pour moi, c'est un bon modèle justement dans un paysage médiatique qui est très, très, très dominé par l'opinion. C'est des médias comme ça que ça nous prend. Je termine avec 2 petites recommandations pour aller plus loin dans ces sujets-là. J'ai écouté récemment un épisode de la balado Détour d'Émilie Nicolas qui est à Canadaland, mais là, c'est fini. Il n'y a plus de nouveaux épisodes. Mais il y a un épisode 41 de juin 2024 qui était juste après les élections européennes où l'extrême droite avait vraiment bien percé. C'est la percée de Bardella. Oui. Et elle a fait un épisode qui s'appelle Tapis rouge pour l'extrême droite et il y a un très bon entretien avec Younes Abzouz qui est à Mediapart et qui lui travaille il enquête sur les médias français, donc il parle de CNews, il parle de Mathieu Bock-Côté, il est question du décalage entre comment Mathieu Bock-Côté est décrit au Québec versus en France. Donc c'est un entretien super intéressant. Puis c'est ça, on apprend beaucoup de choses sur CNews, c'est vraiment bien. Et l'autre recommandation, c'est une émission française que j'ai découvert récemment puis que je suis tombé en amour là, avec Rhinocéros de Blast. Les gens qui aiment John Oliver, qui aiment des trucs
assez caustique, assez comique, mais en même temps, encore là, très documenté aussi. Ils ont fait un épisode en octobre dernier qui s'appelle « Sarkozy condamné, les médias mainstream attaquent la presse libre ». Et c'est vraiment super intéressant sur juste ce qu'on parlait tantôt, là, sur comment les médias se sont comme retournés contre Mediapart et puis finalement, la presse libre et les juges, si Sarkozy est en prison, c'est de leur faute. C'est pas de la faute des crimes de Sarkozy. C'est une tâche sur la France. On est triste pour la France. Il y en a un qui dit, ben oui, c'était peut-être une fripouille, Sarkozy, mais c'était notre fripouille. C'est bon. Donc, je recommande vraiment d'écouter cette émission-là. On a vraiment un beau portrait de l'état des médias français, mais le portrait est bien fait, mais le portrait n'est pas très beau. Mais on va suivre le parcours de... comment il s'appelle déjà? Zoran Mamdani. Mamdani. Merci, Philippe de Grosbois. Merci. Alors, j'ai envie de faire un retour sur cette excellente chronique de Philippe de Grosbois. On en a parlé après parce que j'ai remarqué que Philippe n'avait pas parlé En fait, il s'est concentré sur les panels de commentateurs qu'on entend à la télé, entre autres, et à la radio avec Cube et RDI. Mais il n'a pas parlé de Régis Labombe. Puis moi, ça m'a fait tiquer son texte de Régis Labombe qui a été publié le 10 novembre. Donc... au lendemain de l'élection de Zoran Mamdani, je fais exprès. Sébastien Beauvais me fait douter de la prononciation de Mamdani. C'est ça, il a publié un texte qui s'appelle « Le problème Mamdani » et en fait, il a rejoint toute cette cohorte de commentateurs qui ont voulu nous faire croire que la victoire de Mamdani à la mairie de New York, c'était une défaite pour le Parti démocrate, dans le fond, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il aille de ce côté-là vers la radicalité. Puis il y a même l'ancien directeur de cabinet de Gabriel Nadeau-Dubois, Renaud Poirier-Saint-Pierre, qui a dit la même chose. Lui qui aujourd'hui, en fait, c'est lui qui est responsable du virage pragmatique de Québec solidaire, qui a bien fonctionné, qui les a fait dégringoler sous la barre des 8%, et qui aujourd'hui est directeur chez TAC Conseil, est devenu relationniste public. Alors évidemment, je peux comprendre là, que pour ces juteux contrats à venir, il faut absolument qu'il se distancie d'une certaine radicalité. Mais moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ça va prendre une certaine radicalité. Après ça, qu'est-ce que ça veut dire, une certaine radicalité? Ça, c'est à voir aussi parce qu'on peut jouer avec les mots. Mais j'avais envie de revenir un peu sur le parcours, pas tant de Mamdani, parce qu'il y a plein de médias qui s'y sont intéressés, mais sur la DSA, la Democratic Socialist. En fait, c'est The Democratic Socialist of America. Mais avant, je vais revenir sur le texte de la bombe, donc, parce qu'il y avait des choses qui m'ont fait un peu sourire. Je le cite, il y a des victoires qui peuvent aussi devenir problématiques, comme celle du nouveau maire de New York, Zoran Mamdani. Alors, on met tout de suite la table, c'est peut-être une défaite. Une révolution dans le berceau du capitalisme moderne? Non, je ne crois pas. Bien sûr, il est rafraîchissant de voir quelqu'un se dresser devant Donald Trump, et je souhaiterais qu'il réussisse, entre autres pour les plus démunis. Ça, c'est drôle à la presse ces temps-ci, avec la grève de la STM. Là, soudainement, on a un intérêt pour les plus démunis, mais des fois, on sent pas que c'est très, très, très ancré dans une sincérité de classe. Et il rajoute que ça va être difficile pour le nouveau maire de New York que les bottines suivent les babines. Mon Dieu, que je déteste cette expression. Que les bottines suivent les babines. Denis Coderre utilisait cette expression aussi. Et dans le fond, Denis Coderre et Régis Labombe, c'était un peu les deux faces d'un même populisme municipal. Voilà, parce que dans le fond, ce que dit Régis dans son texte, c'est que dans les prochains mois, ça va être difficile pour... En fait, je vais le citer. Parce que dans les prochains mois, il sera trop tôt pour comprendre que le programme de Mamdani ne pourra s'appliquer à New York. Et ainsi, ce discours généreux, mais tout aussi impossible à appliquer en Amérique du Nord, n'aura pas encore produit de vraies déceptions. Fait que les démocrates qui veulent emprunter cette radicalité, il ne faut pas qu'ils fassent ça parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Faut surtout pas essayer de changer les choses parce que ça ne marchera pas. Et dans son texte, Régis nous parle, lui, de deux candidats. Parce que au moins... Contrairement à moi, au moins Régis
propose des choses. Et là, il nous parle de Gretchen Whitmer. Et là, je le cite encore, la superbe et extrêmement brillante gouverneure du Michigan, 53 ans, elle possède tout, cette femme, c'en est indécent. Mettons que quand tu commences ta phrase pour parler d'une politicienne, puis tu parles d'elle comme quelqu'un de superbe, on dirait que ça part mal. J'ai envie de dire « get a room », Régis. Mais c'est pas sa candidate favorite. Parce que lui, Régis, celui qu'il aime beaucoup, c'est J.B. Pritzker. Là, je le cite encore, Régis. Mon sympathique et rondelet gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, 60 ans, je me répète, je vous en parlais il y a plusieurs mois, que voulez-vous, je l'aime, celui-là. Parce que là, ce qu'il dit, c'est la gauche démocrate doit prendre son gaz égal. Wow, là! Wow, le rêve! Et permettre à ce multimilliardaire, ce multimilliardaire de faire son chemin dans ce parti. Ses valeurs sont généreuses et nos voisins sont subjugués par l'argent. Et en voilà un qui en a beaucoup, beaucoup d'argent. Il pourrait réconforter ce peuple quant à la gestion de l'économie. Encore les top guns de l'économie. On l'a bien vu avec le gouvernement Legault, comment ça fonctionne bien, mettre des gens qui se disent top gun de l'économie. Et là, je veux rien enlever à J.B. Pritzker. Là, j'ai regardé son parcours. Effectivement, il s'est prononcé pour l'avortement, contre la prolifération des armes, de certains types d'armes. Évidemment, il n'a pas remis en question le port des armes à feu, mais il voudrait restreindre certains types d'armes. C'est un diplômé en droit. Qui provient de la famille, en fait, c'est une famille d'hôteliers, les hôtels Hayat, entre autres le Delta à Québec. Peut-être que Régis a déjà dormi là, dans l'hôtel Delta. Je dirais pas pourquoi. Peut-être pour fantasmer sur la superbe Gretchen Whitmer. Donc, c'est ça. C'est un milliardaire qui est issu d'une famille déjà très, très riche, qui ensuite a fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ces milliards, sa fortune est évaluée à 4 milliards. En procédant des investissements dans les fonds de capital risque. Alors, j'imagine que c'était des investissements qui n'ont pas coûté d'emploi à personne. 2018, il y a eu 2 petits scandales quand même, je dois le dire, là, si on veut être honnête. C'est rien de grave. En 2018, il a été éclaboussé par le scandale autour de la figure du démocrate Rod Blagojevich, qui, dans le fond, quand Barack Obama a quitté son siège pour devenir président, mais il y avait un siège vacant, et il a été accusé, ce Blagojevich, de faire du trafic d'influence, de vendre, en fait, la possibilité de combler ce siège-là. Et J.B. Pritzker, donc ce patibulaire milliardaire bedonnant, il y a des enregistrements qui n'étaient pas légaux. Alors, c'est peut-être ça qui a fait en sorte que c'est parlé plus loin, mais on l'entend, en fait, Pritzker avec Blagojevich faire des petites blagues sur quel élu ou personne d'intérêt de la communauté noire on pourrait mettre à la place pour régler un peu le problème, on parle entre guillemets, du problème afro-américain. Mais finalement, ça n'aura pas d'impact sur la carrière de Pritzker. Cela dit, Blagojevich va être condamné à 14 ans de prison, mais il va être gracié par Donald Trump en 2020. Qui va le rendre libre rétroactivement en 2016. Et autre petit scandale aussi de Pritzker, qui est peut-être plus parlant d'une certaine façon, parce que là, c'est vraiment... On voit aussi c'est quoi quand on élit des multimilliardaires. C'est que Pritzker a acheté la maison à côté de chez lui. C'est le Chicago Sun qui a mis ça de l'avant en 2018 aussi. Il a acheté la maison à côté de chez lui et pour sauver des taxes, il a détruit la salle de bain pour la rendre inhabitable. La maison qui valait 6,25 millions en 2018 a perdu de la valeur à 1,1 million, ce qui a permis à J.B. Pritzker de payer moins de taxes. En fait, on parle d'une réduction de 83 %.
Alors, voilà, c'est ça que ça fait, hein, les milliardaires. C'est des gens qui sont très futés pour aller chercher là, des façons de gratter de l'argent. Bon, parlons donc de la DSA, parce que c'est de là que provient Zoran Mandani. DSA qui veut dire Democratic Socialist of America, je l'ai dit tantôt, qui n'a rien à voir directement avec le Parti démocrate. C'est pas une organisation qui fait partie du Parti démocrate. C'est une organisation qui a été créée en 1982 par un personnage qui s'appelle Michael Harrington, qui est une figure importante de la gauche américaine, qui était de la branche on pourrait dire, des socialistes catholiques dans les années 50. Entre autres, il tenait un journal. Il a écrit des livres aussi très, très, très virulents sur la façon dont les administrations Kennedy et celles de Lyndon Johnson se sont pas assez bien attaqué à la pauvreté. Alors, c'est une figure importante qui va donc quitter le grand parapluie des partis socialistes. Là, je ne vais pas faire tout un historique du socialisme aux États-Unis parce que je ne suis absolument pas spécialiste. C'est quand même assez complexe parce qu'il y a eu des tensions, on peut le deviner. Il y a eu des mouvements, il y a eu des branches qui se sont créées. Le premier parti socialiste... En fait, le mouvement socialiste date de la fin du 19e siècle aux États-Unis. Il y a un parti socialiste qui a été créé en 1901 qui va connaître beaucoup de turbulences, qui va même cesser d'exister, je pense, au début des années 70. Il y a un autre parti qui va prendre le relais et le démocratique, les DSA, puisque parlons des socialistes au pluriel, vont être issus de cette scission avec ce renouveau, on pourrait dire, du Parti socialiste dans les années 70, donc en 82. Et là, il va amener avec lui plusieurs tendances de gauche. Il va y avoir toujours des débats internes qui vont d'ailleurs continuer jusqu'à aujourd'hui chez les DSA. Michael Harrington va tenir à bout de bras cette organisation jusqu'à sa mort en 89. C'est drôle, c'est un catholique, ça c'est assez rare. C'est un catholique qui va un peu délaisser la religion pour embrasser le socialisme liberal, si on pourrait dire. Donc, qui est assez critique, entre autres, du soviétisme, il faut quand même le dire, parce que je sais encore aujourd'hui, quand on parle des socialistes, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont encore attachés au passé soviétique, là, mais pas du tout. Et Michael Harrington va être un critique, entre autres, dans les années 80, du bureaucratisme soviétique. Mais je dis que c'est assez rare, là. C'est pas rare que des catholiques soient progressistes, là. On le sait, il y a une tradition au Québec, entre autres, de figures du clergé, entre autres, dans les années 40, 50, 60, qui étaient progressistes, socialistes, je ne sais pas. Ce que je voulais dire, c'est que souvent aux États-Unis, les figures intellectuelles sont rarement catholiques. À part les Kennedy, là, j'ai l'impression que, puis je ne suis pas un spécialiste de l'histoire américaine, mais j'ai l'impression que les catholiques, qui sont minoritaires quand même par rapport aux protestants, à tous les courants chrétiens, évangélistes, baptistes, bon, et c'est plutôt rare d'avoir des figures intellectuelles catholiques. Là, je sais, vous allez m'écrire, vous allez dire, ben non, il y en a plein. Oui, mais j'en connaissais pas tant que ça. C'est ça que je voulais dire par rapport à Michael Harrington. La fin, donc, de l'URSS va être assez difficile à vivre pour les mouvements socialistes, j'imagine, partout dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis. Dans les années 80, les premiers combats des DSA vont être au niveau des politiques interventionnistes de Ronald Reagan en Amérique latine. Donc, ils vont beaucoup s'impliquer auprès des sandinistes au Nicaragua, au Salvador également. Ils vont être très, très, très présents pour combattre l'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est là que va émerger l'idée d'utiliser le Parti démocrate comme vecteur de pouvoir. Cela dit, les DSA vont, dès le début de leur formation dans les années 80, avoir plusieurs objectifs, promouvoir le droit des travailleurs, se réapproprier les moyens de production, mais éventuellement créer un parti politique indépendant qui va être une troisième option par rapport au parti républicain et démocrate. Donc, c'est comme ça que faut le comprendre comme ça. Ce n'est pas c'est un organe interne du Parti démocrate, mais ils vont quand même décider au début des années 90, de se servir du Parti démocrate comme vecteur des idées des DSA en attendant de créer leur propre parti. Bernie Sanders, à l'époque, qui est candidat indépendant, va être très critique
des DSA parce qu'il va dire que c'est pas nécessairement la bonne façon de procéder, de vouloir, dans le fond, changer les structures du Parti démocrate. Mais c'est quand même les DSA qui vont le convaincre en 2015 de se présenter à l'investiture démocrate parce que Sanders était plus ou moins d'accord avec cette idée-là. Puis même quand il a annoncé sa campagne en 2015, il était plus ou moins convaincu. Il a fait ça devant quelques journalistes. Il n'a pas fait ça... il a fait une campagne sans tambour ni trompette au début. On pourrait dire ça comme ça. Le membership va fluctuer. Quand l'URSS implose, on est à 10 000 membres environ. Et c'est vraiment les plus jeunes militants des DSA qui vont maintenir à flot le mouvement parce que sinon, il y avait un grand découragement. Et 2011 va être une année importante parce que c'est le printemps arabe et c'est Occupy Wall Street. Et ça va revigorer les mouvements socialistes aux États-Unis, dont les DSA, parce que là, on va vraiment frapper l'imaginaire avec Occupy Wall Street, qui va vraiment jouer sur on combat les 1% versus le 99%. Nous sommes le 99%. Puis moi, je me rappelle à l'époque, c'est une formule qui avait fait mouche, et je vous ai parlé que je suis en train de lire Le fascisme tranquille, le livre de Jonathan Durand-Folco, qui parle aussi beaucoup de cette importance de trouver des concepts rassembleurs pour la gauche qui vont pas nous faire tomber dans le populisme de gauche, mais vraiment parler au monde. Et je pense que et Jonathan Durand-Folco croit beaucoup à cette idée du concept d'oligarchie, qu'il faut continuer de l'utiliser. Puis j'ai quand même l'impression qu'Occupy Wall Street a été peut-être ce mouvement qui a articulé cette critique rassembleuse de pointer du doigt l'élite milliardaire. C'est pour ça que ça me fait rire que Régis Labaume, lui, son candidat, en même temps, ça me fait pas rire. Régis Labaume est un millionnaire qui a fait de la politique, je ne veux pas remettre en cause ce qu'il a fait, là. On oublie qu'avant les attentats de la mosquée de Québec, c'était quand même un politicien extrêmement populiste, un peu jambon, qui était très à l'aise à Radio X. Mais après ça, je pense que ce trauma que tout le Québec a vécu des attentats de la mosquée de Québec, ben, ça a fait peut-être de Régis un meilleur politicien. Mais reste que c'est des intérêts de classe qui lui font écrire aujourd'hui qu'un milliardaire à la tête du Parti démocrate serait une bonne idée. Mais les DSA ne sont pas très d'accord avec ça. Depuis toujours, et 2011, Occupy Wall Street, ça a été vraiment une période importante. On se rappelle aussi que en 2013, c'est le premier Black Lives Matter. Bhaskar Sunkara va créer à la même époque le journal Jacobin, le magazine Jacobin, qui existe toujours, et je partage souvent dans l'infolette quelques textes de ce magazine. C'est à cette époque que Kashma Sawant va être élue au conseil municipal de Seattle en 2013, puis elle se déclare. En fait, elle est issue du mouvement Socialist Alternative, qui est un mouvement trotskiste. Alors donc, il y a de l'espoir dans les troupes socialistes de l'époque de voir qu'on peut se faire élire à des postes importants. Et donc, c'est ça. C'est à cette époque-là, en 2015, que les DSA vont lancer l'idée que Bernie Sanders devrait se présenter à l'élection présidentielle. Et ça va être la campagne Run, Bernie, Run, qui va avoir un grand succès. Et la première victoire va être incroyablement galvanisante pour les jeunes socialistes, parce que c'est eux qui vont beaucoup se reconnaître dans la campagne de Bernie Sanders de l'époque, où il parle de gratuité scolaire des études supérieures, couverture médicale universelle, opposition aux industries financières, aux industries guerrières, opposition à l'extractivisme. Et la déception va être grande quand le Parti démocrate va choisir Hillary Clinton. Mais le membership des DSA va exploser l'année suivante quand Donald Trump va gagner sa première élection. On était à 8 500 membres, on passe à 21 000 membres. Et pour beaucoup de jeunes gauchistes américains, ça va être les premières expériences de militantisme. Il va y avoir le Muslim Ban de Trump, qui va aussi être un accélérateur pour les mouvements de gauche aux États-Unis. Il va y avoir des manifestations organisées par les DSA moi, je le dis au pluriel, là. La DSA, c'est bizarre parce qu'on parle de socialistes
Donc, les DSC vont organiser des manifestations dans les aéroports, des grèves des chauffeurs de taxi, et ça va montrer que la résistance populaire est possible. En 2017, il va y avoir... non, 2018, excusez-moi. Il va y avoir la victoire d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui était une barista complètement inconnue et qui va battre Joe Crowley, qui était le numéro 2 au Parti démocrate. Donc, c'est une victoire que personne n'attendait, qui ne sera pas revendiquée par les DSC. Ce ne sera pas une candidature officielle, parce qu'ils vont le faire par la suite, de mettre vraiment de l'avant des candidates, mais ça va encore une fois montrer que les jeunes ont leur mot à dire et ça va amener aussi du membership dans les DSC. C'est vraiment, dans le fond, Julia Salazar qui va être la première candidate issue des DSC qui va gagner une élection. Elle va remporter les primaires démocrates pour le Sénat dans l'État de New York en 2018. En 2019, les DSC de Chicago vont faire élire 6 conseillers municipaux. Socialistes. En 2020, les DSC va présenter des candidats socialistes à 7 candidats socialistes à l'élection de la mairie de New York, dont Zohran Mamdani. Dès 2020, il est là, donc il s'est présenté. Et en 2020, il va y avoir encore des débats aussi à cette époque-là, à savoir si les DSC appuient ou non officiellement la campagne de Bernie Sanders, parce qu'on trouve que cette stratégie de vouloir changer le Parti démocrate de l'intérieur, visiblement, ça ne fonctionne pas. Alors, on s'entend qu'il y a des tensions. Là. Puis là, j'imagine les médias ici, si on avait une DSC de cette ampleur-là, comment les médias traiteraient des conflits internes et verraient ça comme problématique. Mais quand on regarde l'histoire de ce mouvement-là, on se rend compte qu'au contraire, ça a été ça le moteur. C'est ces tensions-là, ces discussions-là. Et j'en ai pas parlé, mais la position des socialistes américains par rapport à ce qui se passe en Israël va toujours parcourir le mouvement, parce qu'il va y avoir des tendances qui vont être sionistes, des sionistes travaillistes, mais il va y avoir aussi des tendances anti-sionistes. Et finalement, c'est cette tendance-là qui va l'emporter et qui va faire en sorte que les DSC vont appuyer le bannissement de tout support économique à Israël, des investissements dans des compagnies israéliennes. Le Québec solidaire, je crois, avait porté à l'époque cette revendication-là aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des tensions et qu'elles sont, dans le fond, un moteur intéressant d'un parti ou d'un mouvement socialiste comme les DSC. On va aussi, plus récemment, critiquer la proximité d'Ocasio-Cortez avec l'establishment démocrate. Fait qu'il y a toujours encore cette tension. Est-ce qu'on est capable de faire changer un parti qui existe déjà en attendant d'avoir notre propre parti? Ça aussi, je trouve ça intéressant. La COVID va frapper fort aussi pour les mouvements socialistes. Ça va être difficile, mais en même temps, ça va faire en sorte que beaucoup de gens vont perdre leur emploi et vont être plus sensibles à toutes ces questions-là. Et le membership des DSC va augmenter à 93 000. Ça sera son record, en fait. 93 000 membres en 2021. Ça va retomber éventuellement. Mais aujourd'hui, on parle d'à peu près 80 000 membres. Et c'est donc de ce mouvement-là, un mouvement grassroots qui date, dans le fond, du début des années 80, qui a donné à la tête de la mairie de New York Zohran Mamdani. Alors oui, il y a une certaine radicalité là-dedans. Alors, c'est pas vrai qu'il faut mettre ça de côté. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être inspirant pour Québec solidaire. Faudrait qu'on parle éventuellement à ces gens-là. Moi, j'avoue que ça m'a donné le goût d'aller chercher mon membership de Québec solidaire, la victoire de Mamdani. Première fois ever de toute ma vie que je suis membre d'un parti politique. Ça m'était jamais arrivé. Jamais. Même pas Québec solidaire, même pas le PQ quand j'étais plus jeune, en 88, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, à Drummondville. D'ailleurs, c'est un candidat homosexuel qui s'était présenté à Drummondville. Ça avait fait les manchettes des journaux locaux. Moi, je trouvais ça cool, au contraire. Mais j'étais pas allé jusqu'à prendre ma carte de membre du PQ, mais j'étais allé quand même dans un rassemblement à Trois-Rivières, sur une île. Sur l'île... Comment ça s'appelle cette île-là? L'île Saint-Quentin, je pense. Il y avait un spectacle de Paul Piché, 1988. Mais jamais donc de ma vie, j'ai été membre d'un parti politique et depuis une semaine, je suis membre de Québec solidaire. Je suis pas un gars de... Je milite pas dans la vie, moi. Est-ce que je devrais? Je ne sais pas.
Je pense que je fais autre chose. L'existence de ce podcast-là en est une excellente illustration, mais je ne sais pas si c'est un coup de tête, je ne sais pas si je vais être bien, je ne sais pas si... mais j'ai décidé d'appuyer financièrement Québec solidaire pour aussi assister comme membre aux délibérations et d'imprimer, parce que je me dis, au lieu de critiquer de l'extérieur, puis Dieu seul sait que j'ai été critique de Québec solidaire, mais je me suis dit, crime, puis je pense que c'est cette idée-là de m'intéresser au mouvement derrière l'élection de Mamdani qui m'a donné le goût de me dire, hey, il faut faire quelque chose à un moment donné, au-delà d'être critique, puis de... Je pense que la balado aussi, je l'espère stimulante pour les gens qui sont sur le terrain, parce qu'on me le dit souvent depuis les apartistes, mais d'avoir des grandes gueules à gauche, ben ça motive les gens qui sont sur le terrain, puis je pense que ce rôle-là est relativement important, mais là, j'avais envie d'en faire un peu plus. Cela dit, je ne suis pas certain que ça me tente de me lancer dans des querelles de pureté par rapport à la campagne référendaire qui s'en vient. Je ne suis pas certain que c'est la bonne stratégie, mais je n'étais pas encore membre. Fait que je me dissocie déjà de cette approche, mais je sais pas, ça va-tu durer un an? Je vais-tu être bien? Je vais-tu avoir du fun? Je vais-tu me sentir utile? Je sais pas. Mais j'avais envie d'aller au-delà de juste faire « Hey, c'est pas correct de faire ça » ou « C'est correct de faire ça ». Alors, voilà. On va terminer en musique, bien sûr, avec une chanson galvanisante, je l'espère. J'ai regardé dans mon fichier qui n'est pas tout à fait à jour. J'espère que je ne vous l'ai pas déjà offerte, cette chanson-là, mais ça m'étonnerait. C'est une chanson que j'écoute souvent quand je suis fâché, du groupe suédois Refused, qui est un groupe qui a surtout existé de façon... en fait, c'est les années 90, fin des années 90, la chanson que je vous propose, c'est New Noise, qui est une chanson vraiment... un appel à changer les choses, un appel à se laisser traverser par de nouveaux mouvements, du nouveau bruit. New Noise, il faut le prendre quand même au-delà de l'aspect musical. Et c'est un album qui est sorti en 98. C'était le 3e album de Refused, qui est un groupe qui a eu beaucoup de tensions internes aussi, qui a fini par arrêter d'exister à cause de ces tensions-là. Donc, l'espèce de contradiction entre la capacité d'être un groupe anarchiste de gauche et d'évoluer dans l'industrie musicale. Mais c'est un groupe qui a eu une influence énorme sur la musique alternative, je dirais, américaine, européenne, occidentale, probablement. J'en sais pas assez sur les autres musiques dans le monde pour dire que leur influence était mondiale. Ils ont intitulé ce 3e album The Shape of Punk to Come, qui avait été critiqué à l'époque parce que dans le fond, c'est un clin d'œil à l'album d'Ornette Coleman, A Shape of Jazz to Come, qui était lui-même un clin d'œil à un roman de H.G. Wells qui était paru au début du siècle, si ma mémoire est bonne. Voilà, alors vous allez voir la chanson... Elle bouge, mais elle varie. Et il y a un aspect électronique, un aspect jazz qui embarque, mais surtout, c'est un cri du cœur pour appeler à changer les choses. Et je pense qu'on a besoin de ça plus que jamais. Il y a 2 façons, là. En fait, il y a 3 postures ces temps-ci que je vois un peu. Il y a la posture de... Il n'y a rien à faire, puis moi, je me rallie à ce mouvement de radicalisation des idées plus à droite. Il y a l'autre mouvement qui est « Ah, ça va bien aller, c'est pas la première fois que ça arrive, il y a toujours eu des crises, puis gardons espoir ». Et il y a la 3e option qui est « Ben, je pense qu'on peut changer les choses, puis je pense qu'il faut se battre, il faut combattre ». Puis je pense que ça prend une certaine radicalité, et c'est dans cet esprit-là que je vous laisse donc avec le groupe suédois Refused, New Noise, et nous, on se reparle la semaine prochaine. Ah oui, vous allez voir, il y a une illusion auditive dans cette chanson-là, parce qu'à la fin, on a l'impression que le chanteur crie « Dan Xiaoping, Dan Xiaoping, Dan Xiaoping », qui serait peut-être quelque chose qu'on pourrait... dont on pourrait s'attendre d'un groupe de gauche, mais il crie « A New Beat ». Non, ce n'est pas un hommage à Deng Xiaoping. Bonne semaine.